Le 25 novembre 1970, à Tokyo, l'histoire moderne du Japon ne subit pas seulement une secousse politique. Elle subit un arrêt de mort d'une violence esthétique inouïe, planifiée comme une œuvre d'art totale. Un homme de 45 ans s'avance d'un pas lourd, mécanique et martial sur le balcon du quartier général des forces d'autodéfense japonaises de la base militaire d'Ichigaya. Son port est altier, son regard fixe, son visage de marbre. Il est vêtu d'un uniforme militaire rigide, aux lignes impeccables, qu'il a lui-même entièrement dessiné, pensé dans ses moindres détails d'inspiration occidentale et samouraï, et fait coudre sur mesure par les tailleurs de la cour. Devant lui, 1 millier de jeunes soldats en uniforme l'attendent, rassemblés à la hâte dans la cour d'honneur sur ses ordres directs, alors qu'il retient le général en chef en otage à l'intérieur du bureau, les portes barricadées par ses fidèles disciples. Mais le silence n'est pas de mise sous ce ciel d'automne. Ces soldats de l'ère industrielle, nourris au pragmatisme de l'après-guerre, ne sont pas venus écouter les imprécations d'un poète romantique, égaré dans le siècle mécanique. Ils le huent, l'insultent, l'invectivent, le traitent de traître, de bouffon, de résidu du passé et de fou dangereux. Cet homme tente malgré tout de haranguer la foule, de réveiller l'esprit du vieux Japon féodal, le code d'honneur des samouraïs, le bushido oublié, piétiné, balayé par la course frénétique à la modernité, à l'américanisation et au rendement économique. Ces mots, pourtant ciselés avec la précision chirurgicale d'un grand maître de la langue japonaise, sont littéralement broyés, étouffés, annulés par le vacarme assourdissant, lourd et mécanique, des hélicoptères des médias qui tournent en boucle dans le ciel gris de la capitale. Cette cacophonie technique illustre à la perfection la rupture définitive. Le cri métaphysique de l'ancien monde se brise contre les pales rotatives de la société du spectacle et de l'information en continu. Comprenant que son discours est un échec total sur le plan de la communication politique, que la jeunesse moderne refuse de sacrifier son confort matériel pour des concepts d'honneur abstraits et que l'histoire s'est définitivement détournée de lui, l'homme salue une dernière fois l'horizon de son pays, crie 3 fois sa dévotion à l'empereur divin, puis rentre calmement dans le bureau du général. Quelques minutes plus tard, dans le calme feutré et l'odeur de cire de cette pièce close, il s'éventre selon le rituel ancestral du seppuku. Enfonçant avec une main ferme la lame d'un poignard dans son abdomen, il trace une ligne sanglante de gauche à droite, libérant ses entrailles, avant que son assistant le plus fidèle et son amant présumé, Masakatsu Morita, ne tente de lui trancher la tête avec un sabre de maître pour parachever le supplice. Cet homme n'était pas un général fanatique rescapé des tranchées de la Seconde Guerre mondiale, ce n'était pas non plus un criminel de guerre en quête de vengeance ou d'une rédemption obscure au fond des bois. Cet homme s'appelait Yukio Mishima. Il était, à ce moment précis de sa vie, l'écrivain le plus célèbre, le plus brillant, le plus traduit, le plus lu et le plus provocateur de toute sa génération. Traduit dans le monde entier, en français, en anglais, en allemand, pressenti à plusieurs reprises pour le prestigieux prix Nobel de littérature, il était un dandy international qui fréquentait les salons les plus huppés de Paris, de Londres et de New York. Un esprit pur, d'une ironie mourante et d'une culture encyclopédique que l'intelligentsia mondiale s'arrachait pour sa lélucidité dérangeante. Comment un homme d'une telle puissance intellectuelle, un esthète absolu obsédé par la beauté formelle, la poésie classique, la philosophie occidentale et la délicatesse des sentiments humains, en arrive-t-il à orchestrer sa propre mort comme une performance théâtrale et sanglante, planifiée des années à l'avance, au vu et au su du monde entier? La plupart des historiens, des sociologues et des biographes de l'époque ont voulu voir dans cet acte un geste purement politique, un délire nationaliste d'extrême droite, une tentative avortée de coup d'État militaire ou le baroud d'honneur désespéré d'un homme nostalgique d'un empire théocratique déchu. Mais aujourd'hui, nous allons délaisser les analyses de surface et les grilles de lecture politique simplistes. Nous allons aborder la vie de Mishima non pas comme une simple chronologie de faits académiques
ou une liste de publications littéraires, mais comme une véritable scène de crime psychologique. Une enquête froide, une autopsie de l'âme, où chaque livre publié était un indice crypté laissé à la postérité, chaque transformation physique, une pièce à conviction saisissante, et chaque blessure intime de l'enfance, le mobile profond d'un meurtre prémédité depuis toujours, celui de lui-même. Pour comprendre le monstre de volonté qu'était Mishima, il nous faut impérativement remonter à la source première du traumatisme. Nous devons ouvrir le dossier le plus secret, le plus sombre et le plus pathologique, celui de l'enfant qu'il a été, enfermé dans une chambre close sous la garde d'une ombre terrifiante, possessive et mourante. Pour le détective de l'esprit, qui cherche à comprendre la genèse d'un tel destin, le premier indice se trouve toujours dans les racines familiales, dans les premiers mois de l'existence, là où les premières structures de la perception du monde, de la douleur et de la névrose se mettent en place. Yukio Mishima ne naît pas Mishima. Il naît sous le nom de Kimitake Hiraoka, le 14 janvier 1925, au sein d'une famille de la haute bourgeoisie bureaucratique japonaise. Son père est un haut fonctionnaire du ministère de l'Agriculture, un homme froid, pragmatique, sévère, obsédé par l'ordre moderne et l'efficacité technique. Mais dès ses premières semaines sur Terre, le piège psychologique se referme sur le nourrisson avec une violence feutrée, presque invisible pour le monde extérieur, mais dévastatrice pour son avenir. Alors qu'il n'est âgé que de 49 jours, le petit Kimitake est littéralement arraché au bras de sa mère biologique, Shizue, par sa grand-mère paternelle, Natsu. Natsu n'est pas une grand-mère ordinaire. C'est une aristocrate déchue, issue d'une lointaine, illustre et puissante lignée de samouraïs, directement liée aux anciens shoguns de l'ère Edo. Mais c'est aussi une femme profondément brisée par la maladie, atteinte de crises de démence maniaco-dépressive, hystérique, hypocondriaque et souffrant de violentes névralgies chroniques qui la clouent au lit dans de terribles souffrances physiques et mentales. Elle s'installe au sous-sol de la maison familiale et exige, par une autorité tyrannique et quasi sacrée à laquelle personne dans la famille n'ose s'opposer, que l'enfant vive exclusivement là, avec elle, dans l'obscurité et la claustration la plus totale. Pendant les 12 premières années de sa vie, le petit Kimitake grandit ainsi dans une atmosphère confinée, lourde, mortifère, qui sent la maladie, les lotions médicales, le deuil, le soufre et le renfermer. Cette claustration forcée agit comme un incubateur de fantasmes gothiques. L'air y est rare, saturé de l'agonie d'une femme qui refuse le déclin de sa lignée et projette sur l'enfant ses propres obsessions morbides. Il n'a pas le droit de sortir de la maison pour jouer au soleil. Il n'a pas le droit de courir dans le jardin, de sauter, ni de fréquenter les autres garçons de son âge. Sa grand-mère, jalouse, possessive et terrifiée par l'idée de la mort et de la séparation, juge le monde extérieur et la masculinité naissante trop brutaux, trop vulgaires pour la constitution de cet enfant qu'elle décrète volontairement fragile pour mieux le garder enchaîné auprès de son lit de souffrance. Ses seuls compagnons de jeu autorisés sont ses cousines et de vieilles femmes de la maison qui l'observent jouer à la poupée ou broder dans un silence de plomb. Natsu l'élève pratiquement comme une fille, lui interdit le moindre exercice physique qui pourrait fortifier ses muscles ou bronzer sa peau, et passe de longues heures à lui inculquer le culte du théâtre traditionnel kabuki, où les rôles de femmes sont joués par des hommes masqués, la nostalgie d'un Japon aristocratique féodal disparu, et la fascination pour les destins tragiques et sanglants des guerriers d'autrefois. C'est précisément dans cette matrice de l'ombre, de la claustration et de la maladie que se forge la structure fondamentale de sa névrose. Privé de réalité corporelle, privé d'espace, d'air frais, de nature et de lumière printanière, l'enfant n'a d'autre choix pour ne pas sombrer que de se réfugier entièrement dans le labyrinthe de son propre esprit et de son imagination. Le monde réel lui étant interdit d'accès, il le remplace par les images, les fantasmes, les contes et les fables. Les mots deviennent ses seuls compagnons, ses seuls jouets, son unique moyen de cartographier une existence qu'il n'a pas le droit de toucher de ses propres mains.
La littérature naît chez lui, non pas comme une vocation paisible, mais comme une compensation vitale et désespérée à l'emprisonnement physique. Cette dissociation précoce crée un abîme infranchissable entre le moi charnel, vécu comme une tare chétive et honteuse, et le moi psychique, qui s'érige en souverain absolu d'un royaume de pure abstraction. L'enfant commence à percevoir l'existence ordinaire, non pas comme un flux naturel, mais comme une agression vulgaire dont seule l'illusion de l'art peut le protéger. Le marteau paternel est la stratégie consciente du masque. Le profil psychologique de notre sujet se complexifie et se fissure de manière encore plus dramatique lorsque l'on observe la figure du père, Azusa. Quand le père de Kimitake privilégie enfin, après des années de conflits intérieurs larvés et de procédures familiales étouffantes, à récupérer une garde partielle de son fils à l'adolescence, sa réaction face à cet enfant poète est d'une brutalité corrective extrême. Azusa est un homme de l'ère moderne, un bureaucrate froid, rationnel, positiviste, qui déteste la sensibilité exacerbée de son fils, qu'il perçoit comme une déviance honteuse, une faiblesse efféminée ou une maladie mentale. Il veut en faire un homme d'action, un ingénieur, un pilier de la modernité industrielle et administrative du pays. Lorsqu'il découvre que le jeune garçon passe ses nuits à écrire des poèmes précieux, des pièces de théâtre et des récits fantastiques en cachette, à la lueur d'une bougie, il entre dans des rages noires et destructrices. Il déchire ses manuscrits sous ses yeux, brise ses crayons, fouille de fond en comble sa chambre, confisque ses livres et va jusqu'à maintenir de force la tête du jeune Kimitake à quelques centimètres d'un train de marchandises en marche pour lui donner le goût du danger, de la matière brute et lui forger, selon ses propres mots, un véritable caractère d'homme fort et insensible. Le père tente d'extirper le virus de l'imaginaire par une confrontation traumatique avec le réel mécanique, sans comprendre qu'il ne fait que sceller la haine de l'enfant pour la modernité industrielle et bureaucratique. Le jeune garçon se retrouve alors pris en étau entre deux forces psychologiques destructrices, massives et pourtant parfaitement contradictoires. L'attraction de l'ombre de sa grand-mère qui l'étouffe, le féminise et l'enferme dans le culte de la mort, et la correction du réel de son père, violent et rationnel, qui piétine son identité littéraire naissante. Pour survivre à cette double contrainte insupportable, à ce double message destructeur qui aurait pu le mener à la folie clinique ou au suicide précoce, l'esprit de l'enfant va opérer une scission défensive majeure et définitive. Il apprend très tôt à dissimuler ce qu'il est réellement, à diviser sa personnalité, à jouer un rôle de fils modèle et de bureaucrate docile pour son père, tout en protégeant son jardin secret de poète de la nuit. Il apprend l'art du mensonge absolu, de la comédie sociale, non pas par vice ou par méchanceté, mais par pur instinct de conservation face à la violence des adultes qui l'entourent. Le titre de son premier grand roman autobiographique, qui le révélera au public mondial et à la critique internationale, n'est pas une simple formule littéraire ou une coquetterie de poète, Confession d'un masque. C'est l'aveu clinique, le rapport de police d'un homme qui a compris dès l'enfance que pour exister parmi les vivants, pour ne pas être brisé par les forces contraires qui l'entouraient, il lui fallait impérativement porter un déguisement permanent, une armure de faux-semblants. Il y écrit cette phrase qui résume à elle seule tout son fonctionnement psychologique. Dès mon enfance, j'avais contracté l'habitude de mentir avec une sincérité parfaite. Le masque était devenu si dense qu'il avait remplacé la peau. Ce masque n'est pas un simple outil de dissimulation superficielle, c'est une structure existentielle globale. À force de mimer les émotions exigées par la société, par son père, puis par l'intelligentsia, Kimitake finit par vider son moi intérieur de toute spontanéité authentique. La vie devient un texte à interpréter, un rôle à tenir avec une perfection glaciale, un spectacle permanent où le spectateur le plus impitoyable n'est autre que lui-même. À ce stade de notre analyse, le profil de base est solidement établi. Kimitake a développé une aversion profonde
presque un dégoût viscéral pour la réalité de son propre corps d'enfant et d'adolescent. Un corps qu'il perçoit comme pâle, chétif, lâche, impur, sans force, souillé par l'odeur de maladie de sa grand-mère et par la honte des corrections paternelles. C'est dans cette prison de chair qu'il commence à développer une fascination morbide pour un idéal esthétique radical où la beauté suprême n'est jamais séparée de la destruction physique, de la douleur et du sacrifice sanglant. Avançons dans la chronologie de ce dossier complexe pour observer l'éveil de ces obsessions majeures à l'adolescence. Le jeune homme est désormais un étudiant solitaire, hyper intellectuel, dévoré par la lecture des classiques occidentaux comme Nietzsche, Wilde, Radiguet ou Thomas Mann, et des classiques japonais, menant une pratique obsessionnelle de l'écriture nocturne. C'est à cette période charnière qu'un événement en apparence purement esthétique va sceller définitivement son orientation psychologique, philosophique et sexuelle pour le reste de ses jours. Un jour, en explorant la bibliothèque interdite de son père, il tombe par hasard sur une reproduction de haute qualité du tableau du peintre baroque italien Guido Reni, représentant le martyre de Saint-Sébastien. L'œuvre montre un jeune homme d'une beauté plastique irréprochable, les muscles délicatement dessinés par la lumière, à moitié nu, attaché à un arbre, le corps transpercé de flèches profondes qui s'enfoncent dans sa chair, mais dont le regard et le visage sont tournés vers le ciel dans une expression ambiguë qui oscille entre la souffrance indicible et l'extase mystique la plus pure. Pour le jeune Mishima, la découverte de cette image est un véritable séisme intérieur, une détonation psychologique majeure. Reni n'a pas simplement peint un saint de l'hagiographie chrétienne, il a figé l'exact point d'intersection entre la jouissance spirituelle et le supplice charnel. Mishima raconte avec une honnêteté désarmante et presque clinique dans ses écrits intimes que c'est à ce moment précis, devant cette représentation de la chair souffrante, sanglante et magnifiée par l'art occidental, qu'il a connu sa première expérience érotique et sexuelle. Le lien est désormais indélébile dans son architecture mentale. L'érotisme, la beauté physique masculine suprême et la mort violente fusionnent en un seul et unique concept esthétique. Le plaisir ne sera plus jamais séparé de la douleur ou du sacrifice. Pour que la beauté soit totale, pour qu'elle atteigne son paroxysme esthétique, il faut qu'elle soit menacée, il faut qu'elle saigne, il faut qu'elle soit brisée au moment même de sa splendeur maximale. Le sang devient la condition essentielle et non négociable de la pureté esthétique et de la vérité du corps. Cette révélation fixe à jamais son économie libidinale. La chair n'a de valeur que si elle est offerte au supplice. Pour Mishima, la normalité sexuelle et affective bourgeoise est une déchéance tiède. Il lui faut la tension tragique de la flèche qui pénètre le muscle, l'analogie parfaite entre la jouissance et l'anéantissement de soi. Tout son œuvre future ne sera qu'une variation littéraire autour de cette épiphanie sanglante. Cette obsession intime qui aurait pu rester confinée au domaine de l'écriture privée ou des fantasmes secrets de cabinet va rencontrer de plein fouet la grande histoire humaine. Nous sommes alors au cœur de la Seconde Guerre mondiale et le Japon impérial est plongé dans un délire militariste, nationaliste, shintoïste et sacrificiel total. Pour le jeune écrivain en herbe, cette situation apocalyptique mondiale n'est pas une source de terreur ou d'angoisse existentielle, mais bien une opportunité inespérée, presque divine. Il est intimement persuadé, il espère de toutes ses forces qu'il va mourir pour l'empereur. Le destin semble enfin lui offrir la porte de sortie idéale qu'il recherchait inconsciemment depuis sa chambre noire. Mourir jeune, beau, pur, dans une apothéose de sang collective, légitimée par l'histoire, la patrie et la tradition mythologique des guerriers samouraïs de jadis. Il écrit alors de manière frénétique, jour et nuit, sans s'arrêter, publiant ses premiers textes d'une beauté crépusculaire, convaincu que chaque page qu'il couche sur le papier sera son testament littéraire avant le grand saut dans le néant glorieux de la mort héroïque. La guerre mondiale
devient la scène théâtrale à l'échelle de la planète, capable d'absorber sa névrose personnelle et de la transformer en épopée sacrée. Mais l'histoire et le destin vont lui jouer un tour d'une ironie cruelle, un véritable contre-pied psychologique qui va briser son élan et laisser dans son esprit une cicatrice béante qui ne se refermera jamais. En 1945, lors de la grande visite médicale indispensable pour son incorporation définitive dans l'armée de l'ère impériale en tant que pilote, le médecin militaire, débordé par l'afflux de recrues et fatigué, diagnostique par erreur une tuberculose avancée à la suite d'un simple rhume de poitrine mal soigné. Mishima, terrifié à l'idée d'être démasqué comme un lâche ou un malade, mais incapable de contredire l'autorité sacrée de l'armée, garde le silence. Il laisse le médecin signer son arrêt d'inaptitude. Il est déclaré définitivement inapte au combat et renvoyé le jour même dans ses foyers, loin du front. Quelques jours plus tard, la quasi-totalité de son unité s'envole pour le front de l'océan Pacifique et périt entièrement dans des attaques suicides kamikazes. C'est le traumatisme fondateur de sa vie d'adulte, le véritable pivot de notre enquête de profilage. Mishima a survécu à la guerre par un malentendu médical ridicule. Pour sa conscience d'esthète et de guerrier moral des samouraïs, cette survie n'est pas une chance ou une bénédiction, c'est une flétrissure infâme, une lâcheté innommable qu'il se reprochera chaque seconde de son existence d'après-guerre. Il a raté sa mort légitime. Il a été rejeté par la tragédie de l'histoire. Il se retrouve soudainement condamné à vivre dans un Japon vaincu, humilié, occupé par les troupes américaines, un Japon moderne qui troque ses traditions millénaires, ses temples et son sens du sacré contre le matérialisme occidental, le capitalisme de consommation de masse, la démocratie parlementaire et le confort bourgeois. Le ressentiment de Mishima envers l'époque moderne prend sa source dans ce renvoi médical. Il en veut au monde entier de l'avoir condamné à la banalité de la survie. La reconstruction de son identité d'écrivain sous le pseudonyme de Yukio Mishima sera une tentative désespérée de racheter cette minute de silence coupable devant le médecin militaire. C'est à ce moment précis que le genre Kimitake Hiraoka s'efface définitivement de la réalité pour laisser la place à sa créature de papier et de pure volonté, Yukio Mishima. Le masque est désormais scellé sur son visage par la gloire littéraire, mais le plan secret d'une vie entière se met en œuvre avec une rigueur géométrique, puisqu'il n'a pas pu obtenir la mort héroïque que le destin lui offrait sur un plateau à 20 ans, il va devoir passer le reste de ses jours à créer artificiellement, par lui-même, les conditions d'une tragédie parfaite dont il sera à la fois l'auteur, le metteur en scène et l'acteur principal. Sa vie ne sera plus qu'une longue, patiente et minutieuse préparation à un suicide artistique et philosophique. La séparation des langages, la métamorphose de l'acier. Analysons maintenant avec la plus grande rigueur la méthode de cette reconstruction spectaculaire, la phase la plus fascinante de son parcours psychologique. À l'âge de 30 ans, Mishima est un homme comblé selon tous les critères de la société moderne et occidentale. Ses romans comme Le Pavillon d'or ou Le Tumulte des flots sont des succès de librairie mondiaux. Il est traduit dans toutes les langues, il gagne énormément d'argent, construit une somptueuse demeure de style victorien à Tokyo, se marie avec une femme de bonne famille, devient père de 2 enfants et mène la vie trépidante d'un dandy intellectuel en vue, fêté par les médias et les photographes de mode. Pourtant, lorsqu'il se regarde dans un miroir de sa salle de bain, le verdict de son œil de profileur est sans appel. Il ne voit qu'un intellectuel pâle, un homme de lettres, au corps flasque, fatigué, le produit direct et honteux de la chambre noire de sa grand-mère. Il éprouve un dégoût profond pour cette enveloppe charnelle qui trahit chaque jour son idéal de beauté classique et de virilité guerrière. Il prend alors une décision radicale, presque insensée pour un homme de lettres de son importance. Il décide de refaire entièrement son corps par la seule force de sa volonté consciente. Il s'impose un programme quotidien et herculéen de culturisme intensif, soulève de la fonte des heures durant chaque matin sans jamais manquer une séance, s'initie à la boxe occidentale et devient un maître incontesté dans l'art du kendo,
l'escrime traditionnelle japonaise au sabre de bambou, atteignant les grades les plus élevés. C'est ce qu'il appellera plus tard, dans son chef-d'œuvre philosophique et testamentaire, le soleil et l'acier, la découverte et l'art de l'acier. Cette discipline athlétique outrancière n'est rien d'autre qu'une tentative de sculpter son anatomie comme on polit une armure, pour effacer la moindre trace de l'enfance maladive et se doter d'une présence physique incontestable. Il veut que son corps devienne aussi tranchant, aussi dense et aussi irréprochable qu'un poème parfait. Pourquoi cette métamorphose tardive et cette discipline de fer qui frôle le masochisme ? Il ne s'agit pas d'une simple crise de la trentaine ou d'une vanité narcissique superficielle pour plaire aux photographes de magazines. Écoutons ses propres arguments intimes pour comprendre sa logique interne. Mishima soutient avec force que les mots sont une maladie de l'esprit humain. Les mots séparent l'homme de la nature brute, ils découpent la réalité en concepts abstraits. Ils l'intellectualisent, la corrompent et, ce faisant, ils la vieillissent et la flétrissent. L'intellectuel pur est pour lui un être incomplet, un eunuque de l'existence qui commente la vie des autres, mais qui est fondamentalement incapable de la vivre ou de la ressentir dans sa propre chair par le danger ou l'effort. Le corps, en revanche, est le domaine exclusif de l'action pure, du présent immuable et de la vérité biologique. Le corps ne ment pas, contrairement aux phrases des écrivains qui peuvent tout justifier. L'acier des haltères devient l'antidote au poison de l'encre. Mais poussons le profilage encore plus loin, sous la surface des textes théoriques. Pourquoi sculpter ce corps avec une telle rigueur quasi religieuse et militaire ? Est-ce pour vivre plus longtemps, pour célébrer la santé, l'hygiène, la longévité ou le bien-être ? Absolument pas. Tout l'effort athlétique surhumain de Mishima vise uniquement à fabriquer un corps qui soit enfin digne d'être détruit au sommet absolu de sa perfection plastique. Mishima a une horreur viscérale, une peur panique, névrotique et presque esthétique de la vieillesse, de la décrépitude, des rides et de la dégradation physique. Pour son esprit esthétique, nourri de mythologie grecque, de statues de marbre et de bushido, il n'y a rien de plus laid, de plus dégoûtant et de plus humiliant qu'un vieil écrivain dont la chair s'affaisse, se ride, perd sa force et subit passivement les outrages du temps sur un lit d'hôpital ou derrière un bureau de vieillard. Il refuse le destin biologique commun des hommes, cette lente érosion de la dignité par l'âge. La tragédie exige que le héros meure au sommet de sa force et de sa splendeur au moment exact où la courbe de la beauté physique croise celle de la maturité de l'esprit. N'ayant pas pu mourir à 20 ans avec la pureté naturelle de la jeunesse, il doit créer une jeunesse artificielle par la musculation, figer son corps à 45 ans pour que sa mort choisie soit un spectacle de beauté pure, intenable pour ceux qui restent. Le culturisme n'était pas pour lui une célébration de la vie ou de la santé, c'était la préparation méthodique, froide et calculée d'une offrande sacrificielle sur l'autel de son art. Il s'efforçait simplement, jour après jour, de devenir une belle victime à immoler pour frapper l'imagination collective. Chaque muscle gagné sous la fonte n'était qu'un ornement supplémentaire ajouté à l'autel de son propre sacrifice. Le poète ne veut pas mourir en vieil homme de lettres usé par les ans, il veut s'immortaliser sous les traits d'un guerrier grec ou d'un samouraï de marbre, figeant son image pour l'éternité avant que la première ride ne vienne profaner son visage. Le fer forgé de sa musculature est le linceul qu'il se tisse de son vivant. Regardez comment tous les indices de sa vie d'adulte concordent de manière implacable vers cette unique idée fixe, ce chef-d'œuvre de mort programmée. Il crée de toutes pièces la Tatenokai, la Société du Bouclier, une milice privée d'extrême droite, paramilitaire, composée d'une centaine de jeunes étudiants d'université triés sur le volet après des entretiens psychologiques et physiques poussés, jurant sur leur propre sang de défendre l'empereur divin jusqu'à la mort si la patrie était menacée par le communisme ou la décadence moderne. Il dessine lui-même leurs uniformes d'inspiration européenne et japonaise,
très ajusté, d'un esthétisme impeccable, et obtient des hautes sphères de l'armée japonaise le droit incroyable de les entraîner physiquement dans les camps militaires officiels du pays. Cette armée privée est l'extension physique de ses propres obsessions. Il s'entoure d'un rempart de jeunesse pour mieux conjurer sa propre angoisse du déclin et donner à son fantasme une validation institutionnelle. Pourquoi un écrivain civil, un bourgeois marié, un homme riche et fêté s'entoure-t-il ainsi d'une armée de poches personnelles de jeunes hommes musclés? Parce qu'il a un besoin psychologique impérieux de saturer son quotidien de l'idéal de jeunesse, de camaraderie virile, de discipline militaire et de sacrifice esthétique qui lui a fait si cruellement défaut lors de sa réforme médicale en 1945. Il se met en scène de manière obsessionnelle dans les magazines les plus provocateurs, engageant les plus grands photographes d'avant-garde du Japon pour le portraiturer nu, le torse musclé, huilé et bronzé, rejouant précisément le martyre de Saint-Sébastien avec de vraies flèches fixées sur sa peau, ou brandissant un véritable sabre de samouraï ancestral dans des postures de combat dramatiques. Il transforme son existence entière en un immense plateau de tournage, en une performance d'art contemporain permanente où la réalité n'a de valeur que si elle est théâtrisée, photographiée et immortalise par l'image avant de disparaître. Cette logique interne implacable, cette soumission totale de la vie à l'art, innerve toute son œuvre tardive, en particulier sa grande tétralogie romanesque, La mère de la fertilité, un monument de plusieurs milliers de pages qui retrace l'histoire du Japon moderne à travers 4 réincarnations d'un même esprit. Le matin même de son suicide sur le balcon de la base militaire, il prend soin de laisser sur sa table de travail le manuscrit final du 4e volume de ce monument littéraire, intitulé « L'ange en décomposition », signé et daté du jour même de sa mort, à destination de son éditeur. Le livre est une immense, sombre et désespérée méditation sur la réincarnation, la dégradation inévitable du monde moderne, l'usure du temps, la laideur de la vieillesse et la nécessité absolue de la destruction finale pour préserver la pureté originelle de l'idéal. L'argumentation philosophique de Mishima est d'une cohérence absolue, mais c'est la cohérence d'un homme qui a définitivement décrété que le monde réel, le monde de la paix démocratique, du commerce international, de la consommation et du confort bourgeois, était profondément indigne de son idéal de poète. Il a intellectualisé sa propre incapacité psychologique à accepter le compromis, la laideur et l'usure de l'existence humaine ordinaire pour en faire une métaphysique de l'absolu, de la lame et du néant. Si le monde moderne refuse de se plier à la beauté héroïque des temps anciens, alors il faut rompre le contrat avec ce monde par un éclat de violence pure, esthétique et théâtrale qui marquera les esprits pour les siècles à venir. L'achèvement du livre coïncide à la minute près avec l'achèvement de sa vie, prouvant que pour lui, le texte écrit n'était que le prélude nécessaire à la calligraphie rouge de son propre seppuku. Nous revoici alors au point culminant, au dénouement inévitable de notre enquête, à ce fameux matin brumeux et ensoleillé du 25 novembre 1970. Lorsque l'on examine ce suicide rituel sanglant, cette décapitation publique à la lumière de cette enfance passée dans l'ombre du sous-sol de sa grand-mère et de ses obsessions morbides de la chair, de l'acier et du sang, le tableau final apparaît dans toute sa terrifiante, sa logique et sa limpide clarté. Ce coup d'État manqué au quartier général de l'armée n'a en réalité jamais eu pour objectif secret ou réel de réussir sur le plan politique ou militaire. Mishima était un homme beaucoup trop lucide, beaucoup trop instruit, philosophe et intelligent pour croire un seul instant qu'un millier de soldats japonais de l'ère moderne, formés aux techniques de la guerre moderne américaine, allaient poser leurs fusils à son signal poétique pour renverser le gouvernement légitime et restaurer le pouvoir féodal, théocratique et divin de l'empereur. Il savait pertinemment que sa démarche politique était un anachronisme total, une folie aux yeux de ses contemporains
et qu'elle était condamnée d'avance à l'échec et à la dérision. L'échec politique public et spectaculaire était une condition essentielle, indispensable et voulue de sa démarche artistique. C'était la clé de voûte de toute sa construction théâtrale et existentielle. S'il avait par un miracle absurde réussi son coup d'État, il serait devenu un chef de faction politique, un homme d'État pragmatique, contraint de gérer les affaires courantes du pays, de négocier des traités économiques, de s'occuper des budgets ministériels, de se salir les mains et l'esprit dans le quotidien trivial de la politique politicienne et de la bureaucratie qu'il exécrait chez son père. En échouant lourdement sous les huées et les moqueries de la troupe, il s'offrait la seule sortie propre, la seule conclusion logique, poétique et esthétique à son œuvre littéraire. Le sacrifice tragique du héros solitaire, du samouraï romantique incompris par son époque matérialiste et piétiné par la marche de la modernité. Il s'assurait ainsi une immortalité mythologique, se plaçant définitivement hors de portée des compromis et des salissures du temps présent. La politique n'était qu'un prétexte commode, un emballage idéologique pour dissimuler une exigence purement métaphysique de rupture radicale avec le réel. Ce jour-là, dans le bureau du général, l'homme qui s'est ouvert le ventre avec une lame de samouraï a enfin exécuté l'arrêt de mort que son esprit s'était infligé 30 ans plus tôt, lorsqu'il regardait ses camarades pilotes s'envoler vers la mort glorieuse alors qu'il restait en arrière sur le tarmac à cause d'une fausse tuberculose. Et a enfin réussi le tour de force suprême de sa vie d'esthète, fusionner l'art théorique de l'écriture et l'action physique pure dans un même instant d'éternité. Le tranchant de l'acier a remplacé l'encre noire de sa plume. La blessure finale, le sang rouge et chaud versé sur les nattes de paille traditionnelles du bureau de l'armée, est devenu son livre le plus parfait, le seul qu'on ne pouvait pas critiquer par des articles de presse, le seul qu'un comité de lecture ne pouvait rejeter, le seul qu'aucun prix littéraire ne pouvait égaler. La mort rituelle efface l'écrivain de salon pour ne laisser subsister que le mythe du guerrier absolu, figé dans l'éclat de son dernier acte. Le corps supplicié devient enfin l'équivalent plastique parfait du tableau de Guido Reni qui l'avait foudroyé à l'adolescence. Le sang versé a définitivement lavé l'opprobre de la survie. Mishima a écrit une phrase dans ses carnets qui résonne aujourd'hui comme le véritable testament psychologique de son dossier. La vie humaine est limitée, mais je voudrais vivre éternellement dans la pureté de l'instant absolu. Titen de Mitei, d'une certaine manière, son pari insensé, sanglant et désespéré contre le temps, contre la vieillesse et contre la banalité de l'existence est gagné. Des décennies après ce matin tragique de novembre, nous sommes encore là, fascinés, dérangés et saisis d'effroi, à tenter de décrypter les motivations profanes, politiques, érotiques et sacrées de son esprit tourmenté. Nous sommes encore là à rouvrir son dossier médical, familial et littéraire pour comprendre comment un homme a pu faire de sa propre fin biologique un monument d'art total, une performance inoubliable et un défi jeté à la face du monde moderne. Mais notre enquête psychologique ne s'arrête pas tout à fait à sa seule personne, ni aux frontières culturelles du Japon de l'après-guerre. Car le cas Yukio Mishima est un miroir grossissant et terrible tendu à notre propre modernité occidentale, technologique et globale. Il pose une question fondamentale, vertigineuse, une question de profileur qui dépasse de loin le cadre historique du siècle dernier. Il nous interroge directement sur notre propre rapport à l'authenticité de notre existence, à la souffrance physique et à la réalité brute du monde qui nous entoure. Dans une société contemporaine de plus en plus virtuelle, numérique, gazeuse et désincarnée, où chacun d'entre nous passe une partie considérable de sa journée à fabriquer son propre double, son propre personnage sur les écrans des réseaux sociaux, à peaufiner ses filtres esthétiques, ses angles de caméra et ses masques sociaux pour fuir la monotonie du quotidien, l'ennui existentiel, la solitude ou la peur panique de vieillir, de s'enlaidir et de disparaître dans l'oubli anonyme
Ne sommes-nous pas, nous aussi, en train de préférer le masque théâtral à la vie brute, biologique et véritable? Ne sommes-nous pas, sans oser nous l'avouer devant notre miroir, les héritiers discrets, fragiles et névrosés de cet enfant enfermé dans sa chambre obscure de grand-mère, préférant les images parfaites, lisses, immuables et mortes au risque magnifique, douloureux mais terrifiant d'exister vraiment dans un corps périssable qui change, vieillit et souffre? Nous consommons de la réalité par procuration à travers des pixels, fuyant la rugosité du monde concret pour nous réfugier dans des avatars parfaits, reproduisant à l'échelle industrielle la névrose de claustration qui fut la matrice origine de Kimitake Hiraoka. Yukio Mishima est allé jusqu'au bout de son illusion esthétique, jusqu'au bout de sa névrose de l'absolu et de son rejet du compromis humain, au prix de sa propre chair, de son sang et de sa propre vie. Il nous laisse son histoire, ses romans et sa mort, non pas comme un modèle politique ou moral à suivre, car son chemin est une impasse de violence et de destruction, mais bien comme un avertissement solennel et fascinant. Il nous rappelle que lorsque l'on refuse le deuil de la perfection, lorsque l'on consacre toute son énergie à bâtir une forteresse d'idéaux immuables pour s'isoler de la marche fragile, imparfaite et changeante du monde réel, on finit toujours par transformer sa propre existence en un tombeau de marbre noir. La quête obsessionnelle d'une pureté désincarnée ne débouche jamais sur la vie. Elle ne fait que préparer, avec une patience d'artisan, le triomphe de la lame sur la chair et le silence définitif de la nuit. L'absolu qu'il cherchait n'était pas de ce monde, et en voulant plier la réalité à l'exigence de son art, il a démontré avec fracas que la seule beauté parfaite, intouchable et incorruptible est celle qui renonce à respirer pour entrer définitivement dans l'éternité glacée du mythe.